Bonjour. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Louis Richer, fils, petit-fils, frère, oncle et grand-oncle de cheminots. Il me fait plaisir de vous entretenir aujourd'hui sur l'histoire de mon village natal, propos que j'ai intitulé « Coteau-Station, village ferroviaire, début et fin ». Rappelons d'abord qu'il s'agit d'un village né au 19e siècle dans la foulée de la révolution industrielle qui a marqué le monde, notamment dans le domaine des communications. Les voies ferrées remplaçant les voies d'eau comme moyen de transport, tant pour les personnes que pour les marchandises. Cette révolution a débuté avec la mise au point de la locomotive à vapeur comme force de traction. Celle-ci, a vu le jour en Angleterre au début du siècle et s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. La locomotive à vapeur exigeait une grande quantité de charbon pour chauffer l'eau qui produisait la vapeur, source de sa force motrice. Le chemin de fer a été le principal moteur économique de Coteau-Station. Maintenant, pour se situer dans le temps, quelques dates jalons. 1853, le gouvernement de l'époque, gouvernement du Canada uni, octroie un contrat pour la construction d'une voie ferrée reliant les deux principales villes du pays, c'est-à-dire Montréal et Toronto. Donc, c'est un contrat qui est octroyé à une compagnie britannique, la Grand Trunk Railway Company. Donc, 1856, 3 ans plus tard, le rail atteint les terres situées le long de la rivière de l'Île, anciennement partie de la seigneurie de la Nouvelle-Longueuil, à l'époque partie de la nouvelle municipalité de Saint-Polycarpe. Fait marquant pour l'avenir, la compagnie y établit un dépôt pour accueillir autant les passagers que les marchandises. Aussi, elle ouvre une rue pour relier le dépôt au chemin public, soit la montée menant à Coteau-Langdon, chef-lieu du comté. Cette rue prendra éventuellement le nom de Daou, en mémoire du premier maire de la municipalité. 1856 marque également le début du village de Coteau-Station. Le tout débute sur la rue Sauvé, c'est-à-dire la montée du Coteau-Langdon, qui prendra le nom de rue Sauvé éventuellement. Le cultivateur Joseph Sauvé est le premier qui décide de diviser sa terre en lots à construire, c'est-à-dire la partie entre la rivière de l'Île et jusqu'à la hauteur de la rue Daou. Donc, il fait un lotissement de cette terre qu'il vend ou loue à des cheminots. Il est bientôt aussi rejoint par son collègue, son voisin, Pierre-Isaïe Prieur, qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va lotir sa terre depuis la rivière de l'Île jusqu'à la rue Daou en lot pour construire des maisons qui sont offertes également aux cheminots. D'ailleurs, le notaire du Ménil, qui signe plusieurs des contrats de vente ou de location des terres, écrit, et je le cite, « La terre des prieurs se trouve bien située pour y faire un village d'une certaine importance du dépôt, vu le dépôt qui a été érigé par la compagnie du chemin de fer du Grand Tronc. » Fin de ma citation. Donc, il avait vu juste. Par la suite, les cultivateurs situés à l'ouest, toujours vers l'ouest, vont également lotir leurs terres depuis la rivière de l'Île jusqu'à la hauteur de la rivière Daou. Donc, on pense notamment aux Asselins et aux Lefebvre, qui diviseront leurs terres en parties individuelles. Année 1880, un magnat du commerce du bois d'Ottawa, un dénommé Booth, décide de construire un chemin de fer, le Canada Atlantique, qui va d'Ottawa jusqu'aux États-Unis en passant par le dépôt de Coteau.
Alors, dorénavant, on parle plutôt de coteau-jonction, parce qu'il y a une jonction de 2 chemins de fer. 1887, une pétition des propriétaires de la nouvelle agglomération, plutôt, qui veulent avoir une municipalité propre à eux. Alors, on envoie la pétition, bien sûr, au gouvernement du Québec, qui accepte, et c'est la création de la municipalité intitulée la Station du Coteau, qui est en fait un détachement de la municipalité de Saint-Polycarpe. Quelques années plus tard, 1895, c'est la création de la paroisse Saint-Médard, qui est également un détachement de la paroisse de Saint-Polycarpe. Sur le plan scolaire, il existe déjà une école de rang. Elle était située, aujourd'hui, on dit c'est la rue Docket, où on construira éventuellement le couvent, mais c'était une école de rang qu'on appelait. On y marchait au catéchisme. Le système scolaire public au Québec a été élaboré dans les années 1850. Et là, on s'empressait d'envoyer les enfants à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter et surtout apprendre leur catéchisme, marcher au catéchisme. Je reviens ici, donc, en 1902, la Compagnie du Grand Tronc acquiert le Canada Atlantique et décide de faire de Coteau-Jonction un centre ferroviaire aux installations déjà existantes, dont une nouvelle gare plus spacieuse qui a remplacé le dépôt initial, la chute et les réserves à charbon, le château d'eau, parce qu'il fallait beaucoup d'eau pour alimenter les locomotives, et différents ateliers pour les travailleurs. On ajoute des ateliers de réparation pour les locomotives avec sa table semi-circulaire. On construit également une glacière pour réfrigérer. On y emmagasinait des blocs de glace et qu'on utilisait pour réfrigérer les wagons qui transportaient légumes et viande. Aussi, on construit un nouvel entrepôt pour les marchandises en transit. C'est l'entrepôt qui était construit le long de la rue Daou. Des bureaux, même une maison de fonction pour le contremaître des ateliers de réparation. 1923, la Compagnie du Grand Tronc, qui est en mauvais état financier, est intégrée aux chemins de fer nationaux, Société de la Couronne fédérale. Entre-temps, toutes ces activités ont généré un certain nombre de postes de travail. À l'aide des recensements, j'en ai identifié quelques-uns. Et à ces travaux-là, à ces emplois-là, je vous suggère de vous rappeler des noms, d'attacher des noms de personnes que vous avez connues, mais qui faisaient ce genre de travail-là. Et je commence par le plus facile, peut-être. Brakeman. Oh, excusez-moi. On est au Québec, on parle en français. Alors, ce sont des serre-freins qu'il faut dire. Conducteur, ingénieur de locomotive, chauffeur de locomotive. Alors, nous avons le personnel nécessaire pour partir en train. Maître de cours, machiniste, réparateur de bouilloire, wagonnier, menuisier, nettoyeur d'engins. Je prends un certain temps parce que je vous laisse le temps de réfléchir à des noms de personnes que vous avez connues. Peut-être votre père, peut-être votre grand-père ou un oncle qui faisait ce genre d'emploi-là. Donc, mécanicien, nettoyeur d'engins, aiguilleur, sessionnaire, c'est important, il y avait beaucoup de sessionnaires, d'hommes de session, contremaître, télégraphiste, polisseur d'acier. Polisseur d'acier, demandez-vous, c'est un soudeur. J'en sais quelque chose parce que, je le dis, mon père était soudeur. Réparateur de char, agent de gare, journalier,
inspecteur, plombier, électricien, journalier, gardien, inspecteur de char, commis aux barrières, et je termine avec un métier que je cite textuellement qui était dans le recensement, et je sais que ça existait parce que j'en ai connu un, allumeur de lampes. Donc, en parallèle aux activités ferroviaires, il y a le village, où on peut y trouver l'essentiel de la vie courante, ou presque. On peut y gagner sa vie, je viens d'en parler, sur le chemin de fer. On peut se nourrir. Rappelez-vous, dans le bon vieux temps, il y avait jusqu'à 3 shops de viande. Rappelez-vous les noms. J'en nommerai pas, mais je sais que vous en connaissez quelques-uns. Il y avait des magasins généraux où on pouvait s'habiller, où on pouvait acheter de l'épicerie, où on pouvait se vêtir aussi. On pouvait se faire soigner parce qu'il y avait un médecin, il y avait un cabinet de médecin sur place. Il y avait même un cabinet de dentiste sur place. On pouvait effectuer des transactions bancaires. Il y avait une banque, la Banque nationale était sur place depuis les années 1910 et desservait non seulement la population de Coteau-Station, mais la population des environs également, surtout les commerçants. On peut se faire soigner, je l'ai dit. On peut effectuer des transactions bancaires, je l'ai dit. On peut faire même des placements, parce qu'il y avait un agent de change, de placement immobilier et mobilier à Coteau-Station. On pouvait s'assurer, assurance vie, assurance feu, assurance automobile également. Il y avait des agents d'assurance. Vous vous rappelez certainement des noms. On peut également meubler sa maison. Il y avait une très belle meublerie ou un magasin de meubles à Coteau-Station. On pouvait également fréquenter les petites écoles. Comme j'ai mentionné tantôt, il y avait une école de rang déjà en 1887, remplacée en 1917, s'il vous plaît, par un couvent détenu par les sœurs Saint-Joseph, des très saints noms de Jésus et Marie, et également un collège pour les garçons à partir de 1945, frères des écoles chrétiennes. On peut rencontrer évidemment ses obligations religieuses, c'est-à-dire à l'époque se faire baptiser, on pouvait se marier, puis évidemment on pouvait se faire inhumer à Coteau-Station. On pouvait également pratiquer des sports. Le hockey l'hiver, ça rappelle des souvenirs à bien des gens. L'été, la balle ou encore la balle, ou encore le tennis pour les plus jeunes et le croquet pour les plus vieux. Le billard, il y avait des salles de billard. On peut également joindre différents groupes sociaux. J'en nomme 2, les fermières chez les femmes, les chevaliers de colons chez les hommes. On peut se divertir, aller au bal, comme diraient les Français, ou encore au cinéma, parce qu'il y avait un cinéma à Coteau-Station. On peut également accueillir les gens de l'extérieur. Il y avait 3 hôtels pour les loger. Une était spécialisée, et je pense notamment aux années 1950, les années fastes, où est-ce que les familles rivalisaient au niveau des noces. Alors vous aviez l'hôtel Miron avec Madame Gisèle. C'était bien reconnu pour les réceptions de noces. L'autre hôtel, il y avait l'hôtel Saint-Lawrence, qui était surtout reconnu pour la bonne cuisine de Tante Irene. Et le troisième, l'hôtel Windsor, pour les soirées dansante avec orchestre, les vendredis et samedis soirs. Sans compter les restaurants, les nombreux restaurants qui offraient également des pistes de danse au son des boîtes à musique. Je me rappelle surtout des succès d'Elvis Presley. Et les nombreuses occasions spéciales, notamment la parade du Père Noël. Et c'était spécial à Coteau-Station, parce que le Père Noël ne venait pas du Nord. Il venait du Sud, de Valleyfield, puis arrivait sur une pinotte. Je me rappelle, entre autres, la parade de 1953, où dans un geste de grande générosité, le Père Noël avait distribué les cadeaux sur la plateforme de la gare à qui mieux, au grand désespoir de l'organisatrice qui, elle, pensait aux parents qui avaient payé
pour offrir des cadeaux aux enfants. Il y avait également le Mardi Gras, la mi-carême, occasion de se déguiser. Je fais un aparté ici, parce qu'on parle beaucoup actuellement des drag queens. Mais vous savez, de tout temps, remonté dans le temps, on a toujours aimé se déguiser. Et en fait, je rappelle que en France, du temps des rois, il y avait une journée où il était permis pour les seigneurs de se déguiser en paysans ou en serviteurs et les serviteurs en seigneurs. Alors, ce n'est pas de nouveau qu'on se déguise. Et il y avait également les fameux bingo dingues du début, en vue de Noël, au début de décembre. Le village compte aussi une boulangerie. Oh, j'aime encore le bon pain chaud de M. Samuel. Une laiterie, des services de tailleurs, de modistes, de couturières, de coiffeuses, de barbiers, un pour les bleus, l'autre pour les rouges, de plombiers, d'électriciens et de peintres. Et vous pouvez en ajouter parce que la liste pourrait être encore beaucoup plus longue. Mais les années 1950 marquent un tournant. Coteau-Station, village ferroviaire, subit les secousses d'une nouvelle révolution dans le domaine de la force motrice. La locomotive diesel remplace la locomotive à vapeur. Puis le Canadien National plutôt, décide de rapatrier à Montréal la réparation de ses équipements. 1955 marque le début de la fin du village ferroviaire, avec notamment la destruction de la chute à charbon. S'ensuit la disparition des cours à charbon, du château d'eau, dont les vestiges existent toujours, la démolition de la glacière, parce que les systèmes, maintenant, il y avait des systèmes de réfrigération électrique qui remplaçaient la glace. Des ateliers de réparation sont disparus, l'entrepôt le long de la rue Daou, les bureaux, la maison de fonction du contremaître, tout disparaît. Même le parterre agrémenté de fleurs est dominé par l'Union Jack depuis la visite du roi et de la reine de 1939, remplacé tout simplement par un stationnement. Quelques années plus tard, la gare, épicentre des activités, lieu de départ, d'arrivée et de rencontre, disparaît. Soit dit en passant, j'avais une de mes tantes qui me disait qu'elle avait rencontré son mari sur la plateforme de la station un vendredi soir au retour de Montréal. Donc, c'était un lieu de rencontre. Alors, tout ça tombe sous le pic des démolisseurs. Puis, Coteau-Station, le village subit un autre choc, la régionalisation. Les uns après les autres, les services publics et privés disparaissent, sauf à quelques exceptions. Que ce soit les services professionnels, je pense aux médecins, je pense à la banque, les écoles primaires ont disparu, les magasins généraux, les shops de viande ont fermé l'une après l'autre. 1994, autre coup, Coteau-Station disparaît en tant que municipalité distincte. 2009, dernier clou dans le cercueil, fermeture de la paroisse Saint-Médard. De nos jours, si vous retournez sur les lieux et que vous voulez voir où tout a commencé, c'est-à-dire le fameux dépôt de 1856, vous empruntez la rue Daou. Puis à la toute fin, vous allez voir un bâtiment d'architecture quelconque, de couleur incertaine, et comme mot de bienvenue, dans la porte, un sigle marqué « Police ». Voilà, depuis quand même, Coteau-Station, maintenant partie de la municipalité de Lait-Coteau, fait part d'un nouveau dynamisme, à preuve les nombreux développements domiciliaires, et abrite le plus grand
producteur de gazon cultivé au Québec. Avant de vous quitter, je vous invite à vous rendre à la Bibliothèque municipale Lucille Sauvé, Bibliothèque municipale de l'Est-Coteau, où vous pourrez consulter ou voir une maquette montrant une partie du village de Coteau Station vers 1950, œuvre de M. Hermès Walker, notre ancien cordonnier et maître de chant, je crois aussi. Consultez des panneaux d'exposition relatant quelques moments phares de l'histoire de Coteau Station et visualisez des photos représentant certains des édifices mentionnés dans mon propos, dont notamment la fameuse chute à charbon, ainsi que certaines de ses plus belles maisons. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.